Vous pensez tout savoir sur Game of Thrones? Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que les coulisses regorgent d'encore plus de secrets que le monde de Westeros. Entre scènes cultes et situations totalement inattendues, il y en a des choses à raconter. Aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses de la série culte pour découvrir 15 anecdotes de tournage incroyables sur Game of Thrones. Mais avant, café! Maintenant qu'on a notre café, on peut y aller. Contrairement à son apparence imposante et royale, le trône de fer était une vraie galère pour les acteurs. Il est composé d'une multitude d'épées en résine, ce qui le rend rigide et très peu ergonomique. Ce qui le rend totalement inconfortable, et de nombreux acteurs ont avoué avoir eu beaucoup de mal à jouer leur scène jusqu'au bout en étant assises de manière naturelle. On a notamment eu Emilia Clarke qui jouait Daenerys Targaryen et Lena Headey qui jouait Cersei Lannister qui s'en sont plaintes. Avec humour. Sean Bean, qui jouait Ned Stark, a dû plusieurs fois improviser ses dialogues en raison du tournage intensif. Et dans certaines scènes, il lit carrément ses répliques. En fait, dans certaines scènes, le personnage tenait des parchemins et donc Sean Bean lisait les parchemins sans qu'on s'en rende compte. Dans un épisode, Ned Stark reçoit une lettre écrite par Lysa Arryn qui lui informe d'un complot contre sa famille. Dans cette scène, Sean Bean lit la lettre et la découvre en même temps. En fait, le script est bien sur la lettre, donc il lit le script tout en le découvrant, puisqu'il ne l'avait pas lu avant, ce qui lui permet d'être plus concentré et dans la peau de son personnage, afin d'avoir les émotions équivalentes à son personnage quand il découvre la lettre. Apparemment, c'était une demande de sa part. Il a demandé aux équipes de l'écrire sur le parchemin afin que ce soit plus naturel, que ce soit plus fluide, mais également que ce soit un gain de temps. Apparemment, c'est une technique plutôt courante au cinéma. Maisie Williams, l'actrice d'Arya, et Gwendoline Christie, l'actrice de Brienne de Tarse, ont assuré elles-mêmes toutes les chorégraphies des combats dans la saison 7 de Game of Thrones. Pour Gwendoline Christie, il me semble qu'elle a fait à peu près toutes ses cascades, même dans les saisons précédentes. Mais vous n'êtes pas sans savoir que dans la saison 7, Arya et Brienne de Tarse s'affrontent dans un combat plutôt intense. Ça leur a demandé plusieurs semaines d'entraînement, vous imaginez bien, et un entraînement rigoureux car elles n'ont pas fait appel à des doublures. Les réalisateurs ont souligné l'investissement rare de ces deux actrices dans une scène aussi technique et exigeante. Maisie a admis que le tournage de cette scène était épuisante, mais très gratifiante. Le tournage a duré plusieurs jours avec des répétitions sans fin, mais leur investissement a payé vu que la scène est incroyable et l'une de nos préférées à tous. Vous vous en doutez, la neige utilisée pour les scènes au-delà du mur n'est pas toujours naturelle. Mais saviez-vous que les matériaux utilisés pour faire la fausse neige viennent en réalité d'une entreprise spécialisée dans les couches? En réalité, cette entreprise est spécialisée dans la cellulose, un matériau que l'on retrouve principalement dans les couches. Et une fois dispersée, la cellulose a un effet visuel très lumineux et très réaliste, parfait pour les tournages de cinéma. En fait, recréer les décors au-delà du mur demandait beaucoup trop de neige artificielle et il a donc fallu trouver une alternative moins coûteuse. C'est là qu'intervient la polyacrylate de sodium. Ce matériau, qui peut retenir plusieurs fois son poids en eau, se prête parfaitement à l'imitation de la neige poudreuse et fraîche lorsqu'il est correctement manipulé. Mais j'avoue que j'ai choisi cette anecdote pour vous dire que la neige de Game of Thrones vient en réalité de préparation pour les couches pour bébé. L'anecdote sur le recyclage des costumes pour Game of Thrones est apparemment une anecdote très peu connue. Plutôt que de concevoir de nouveaux costumes pour chaque saison, pour chaque personnage, l'équipe a très souvent repris les anciens costumes puis les a recyclés pour les nouvelles saisons. Les costumes des soldats de l'armée des Lannister par exemple ont été repris, recyclés, modifiés afin de devenir les nouveaux costumes de la garde de nuit. Autre exemple, les tenues d'Eddard Stark ont été recyclées afin de servir pour d'autres personnages dans les saisons d'après, puisque Ned était décédé. Et donc si vous faites bien attention, vous pouvez vous rendre compte que certains accessoires ou certains vêtements portés par des personnages importants réapparaissent plusieurs saisons après. Pour les fans de la série, vous n'êtes pas sans savoir que Emilia Clarke a fait 2 ruptures d'anévrisme pendant les années des tournages de Game of Thrones. La première rupture d'anévrisme est survenue en 2011 après le tournage de la première saison de la série Game of Thrones. Elle a soudainement ressenti une douleur intense au niveau de la tête et a été transportée d'urgence à l'hôpital. Et c'est là que les médecins ont découvert qu'elle souffrait d'un anévrisme cérébral et qu'il fallait absolument l'opérer sur le champ, au risque qu'elle déclenche un AVC ou d'autres complications. Bien que l'opération ait réussi et qu'elle soit toujours parmi nous, Emilia a mis beaucoup de temps à s'en remettre. Au début, elle avait des difficultés à parler et à se concentrer. Et il lui a fallu quelques mois d'adaptation pour enfin reprendre une vie normale. Ce qui ne l'a pas empêché donc de reprendre son rôle dans Game of Thrones.
Cependant, en 2013, rebelote, une deuxième rupture d'anévrisme. Mais cette fois-ci, l'anévrisme était plus grave et les complications étaient plus dures. Elle s'est donc refaite opérer sur le champ, mais cette fois, elle a vraiment dû faire face à de nombreux effets secondaires, comme l'aphasie, ce qui l'a empêchée de parler pendant plusieurs semaines. Ce qui est frappant dans cette histoire, c'est qu'elle a continué à travailler. Elle n'a pas attendu de s'être remise totalement de ces 2 opérations et de ces anévrismes afin de reprendre son rôle. Elle a continué en essayant de cacher ses problèmes de santé. Et ce n'est qu'en 2019, après sa guérison, qu'elle a commencé à en parler publiquement, parce qu'avant, elle avait peur que ça nuise à sa carrière. Elle a expliqué que ces 2 événements avaient totalement changé la vision qu'elle avait de la vie et de la santé. Elle en a profité pour lancer une fondation, Same You, qui supporte les personnes qui traversent des AVC ou d'autres lésions cérébrales. Vous pouvez d'ailleurs retrouver toutes les informations de cette fondation sur ses réseaux. Et après, on me demande pourquoi je l'aime trop et pourquoi c'est mon actrice préférée. Charles Dance, l'acteur du redoutable Tywin Lannister, a révélé dans plusieurs interviews qu'il détestait particulièrement l'idée de manger des tripes. Aliment très souvent utilisé dans les représentations traditionnelles ou dans les films historiques, moyenâgeux, etc. Cette aversion a pris un tournant mémorable dans la saison 1, lorsque Tywin est en train de manger des tripes tout en discutant avec son fils Tyrion. Bien sûr, les réalisateurs ne l'ont pas forcé à manger des tripes alors qu'il détestait ça, sans compter que le plat était particulièrement gros. Donc ils lui ont concocté un petit plat, un substitut qui n'était pas des tripes, mais qui n'avait pas l'air très très bonne non plus. Cependant, durant la scène mythique de Tywin en train de dépecer un cerf, Charles Dance a bien dû manipuler des tripes. Donc il en aura pas mangé, par contre on lui en a fait toucher. Oui, vous avez bien lu. Oui, les dragons de Game of Thrones ont été inspirés par des poules et des chauves-souris. Alors l'anecdote peut paraître étrange au premier abord, mais je vous rappelle que dans Wicked, le costumier s'est inspiré de champignons pour créer les costumes. Comme quoi on trouve l'inspiration partout. Lorsque les créateurs ont imaginé les dragons, ils voulaient les rendre terrifiants, mais en même temps spectaculaires. Les poules ont servi d'inspiration pour la forme générale des ailes du dragon. Leur anatomie a été étudiée afin de donner aux dragons un aspect réaliste. Surtout pour leur structure d'ailes. Bien sûr, les plumes de poule ont été remplacées par des écailles et des membranes, créant une forme qui reste réaliste, mais fantastique. Quant aux chauves-souris, elles ont inspiré la conception des ailes des dragons. Notamment sur la manière dont les chauves-souris battent des ailes, lorsqu'elles prennent leur envol, lorsqu'elles sont en vol. Et pour le coup, j'ai pas trouvé ça dans mes recherches, mais j'ai l'impression que même visuellement, les ailes des dragons me font penser aux ailes de chauve-souris. Et après avoir fusionné les poules et les chauves-souris, on se retrouve avec nos 3 dragons de la mer des dragons. L'anecdote qui dit que la langue des Dothraki a été créée de toutes pièces est vraiment fascinante, parce que ça veut dire qu'ils ont vraiment accordé un détail de malade à la langue des Dothraki. Parce qu'on s'est peut-être dit qu'ils avaient inventé une phrase par-ci, une phrase par-là, afin qu'Emilia Clarke puisse en dire quelques-unes un petit peu comme ça dans toute la série. En fait, pas du tout. La langue Dothraki a été inventée par un linguiste, David Peterson, un professionnel et un expert en langue construite. Et ce gentil petit monsieur, il a inventé le Dothraki, mais aussi le valyrien. C'est-à-dire que notre petite Emilia Clarke, là, c'est pas elle a retenu de petits mots, elle a appris le Dothraki et le valyrien. J'avoue, je le savais déjà parce que je m'étais renseignée il y a quelques années de cela, et j'avais vu notamment sur la page wiki de Emilia Clarke qu'elle connaissait pas mal de langues, pas mal d'accents aussi, que c'était surtout pour ça qu'elle avait été retenue dans Game of Thrones. Et bien sûr, je parle pas de langue inventée. Donc David Peterson a créé cette langue en se basant sur des principes linguistiques authentiques afin de rendre la langue fonctionnelle pour la bonne narration de la série. Et je pense que là, vous vous rendez compte du travail que ça demande, parce qu'on parle notamment de phonétique, de grammaire et de syntaxe. Bien sûr, Peterson, il n'a pas sorti cette langue de son chapeau. Il s'est inspiré notamment du turc et de l'arabe, il me semble, pour avoir des tonalités un peu brutes mais musicales. Parce que c'est ce que les réalisateurs recherchaient pour cette culture guerrière de Dothraki. Et donc, notre cher David Peterson a rédigé un manuel qui a été donné aux acteurs pour apprendre la langue afin de savoir ce qu'ils disaient. Je trouve ça dingue. La bataille des bâtards est l'une des scènes les plus emblématiques de la série. Pour son intensité, pour le combat épique et pour les moments marquants. Mais savez-vous que le tournage de cette bataille a duré 25 jours ? Apparemment, ce tournage a été un vrai défi technique et physique. Il a incorporé de nombreux figurants, des cascades complexes, des effets spéciaux et de la coordination.
Forcément, ça a demandé beaucoup de répétitions parce que c'est bien d'avoir des figurants, mais il fallait pas que les figurants ils courent juste en ligne droite. Il fallait que les figurants ils se battent, qu'ils se placent correctement des deux côtés pour pas gêner les acteurs, pour pas gêner ce qui devait se passer dans la scène. Il fallait une coordination méticuleuse qui a demandé beaucoup de temps à être mise en place. Mais j'imagine que quand vous aurez vu les images que je vous ai mis, vous comprendrez tout ça. En outre, apparemment, il y avait des conditions météo très compliquées et ils ont dû tourner dans plusieurs endroits différents, ce qui a complexifié encore plus le tournage. Donc vous imaginez que cette scène a demandé 25 jours de préparation et de tournage confondus, plusieurs heures par jour, et qu'au final à l'écran il n'en reste que 20 minutes. 20 minutes de pur bonheur, mais 20 minutes, sur un mois de tournage. Sans compter que dans la scène, pour la rendre encore plus crédible, ils doivent s'immerger dans la boue. La galère de jouer dans la boue pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, pendant presque un mois. Mais franchement, pour le résultat final, ça en valait carrément la peine. Nous connaissons tous le générique de Game of Thrones. Nous connaissons tous la musique par cœur. Et si je la fredonnais, vous l'auriez instantanément en tête. Mais je le ferai pas. Na 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 na. Mais les plus observateurs d'entre vous se seront rendus compte qu'il contient de subtils indices sur les épisodes. Le générique de Game of Thrones est centré sur une carte qui évolue. On peut se rendre compte que certains endroits apparaissent sur la carte en fonction des déplacements des personnages. Par exemple, lorsque Daenerys prend une ville ou qu'une bataille est réalisée dans une autre région, celle-ci est ajoutée au générique. Mais c'est aussi un moyen de donner des indices subtils aux spectateurs sur ce qui va potentiellement arriver. Parfois, des indices sur l'introduction de nouveaux personnages apparaissent dans le générique. Par exemple, pour Stannis Baratheon ou Brienne de Tarth. Leur domaine ou leur château est apparu sur le générique bien avant qu'on les voit physiquement. Certains objets ou éléments visibles sur le générique portent un symbolisme caché. Par exemple, lorsque la montée en puissance de Daenerys Targaryen devient le sujet principal, des dragons apparaissent dans le générique. Bien sûr, la carte évolue à chaque saison, ça vous l'aurez tous remarqué. Par exemple, dans certaines saisons, la carte représente des royaumes conquis ou détruits, symbolisés par la disparition de certains lieux sur la carte. Et ça reflète l'évolution du monde de Westeros en temps réel. Bref, il y a plein de petites choses comme ça qui n'ont pas été laissées au hasard et qui nous donnent plusieurs informations sympatoches sur les épisodes. Les scènes intimes dans Game of Thrones étaient totalement planifiées méticuleusement. Vraiment au même titre que les scènes de cascade. L'équipe mettait un soin particulier à chorégraphier ce genre de scènes afin de respecter les acteurs et de sécuriser ces moments-là. Bien sûr, ces scènes étaient sous le contrôle de coordinateurs d'intimité. Si vous ne savez pas ce qu'est un coordinateur d'intimité, tout est dans le nom. Ce sont les personnes qui vont être là pour superviser les scènes intimes afin qu'elles se passent au mieux, être à l'écoute des acteurs pour respecter leur consentement, pour que ça se déroule dans un cadre confortable. Souvent, ça va de pair avec le fait d'être en très petit comité pour ces scènes-là. C'est-à-dire qu'on va pas se retrouver avec toute l'équipe technique qui vous regarde en train de faire votre scène intime, mais on va se retrouver avec 2-3 personnes, dont le coordinateur d'intimité. Parce que ces scènes ne laissent pas place à l'imprévu. Chaque geste, chaque position, chaque émotion de personnage doit être planifiée en amont afin que les deux acteurs soient d'accord avec ce qui va se passer. Et bien sûr, ça demandait une préparation rigoureuse puisqu'il fallait quand même que ça reste réaliste comme scène, au même titre que les cascades. Vraiment, c'est un peu similaire, sauf que tu as une autre dimension qui s'ajoute qui est vraiment le consentement et l'intimité. Et bien sûr, en amont de la chorégraphie, les acteurs allaient discuter avec le coordinateur afin de donner leurs limites, d'expliquer leurs ressentis et d'exprimer leur appréhension. C'est vraiment pas des scènes faciles à tourner, tous les acteurs le diront, mais tous ceux qui ont eu le droit à un coordinateur d'intimité étaient vraiment plus à l'aise. De toute façon, je crois qu'à partir du moment où un acteur demande un coordinateur d'intimité, on ne peut pas lui refuser. Mais je ne sais pas si c'est obligatoire à l'heure actuelle d'avoir un coordinateur d'intimité. Je me renseignerai. En tout cas, ils ont bien fait leur job, parce que certaines scènes étaient vraiment compliquées, je parle surtout des scènes de V, et franchement, on y a tous cru. Peut-être que vous aussi, vous avez toujours détesté Euron Greyjoy et il vous dérangeait sans réellement savoir pourquoi. Oui, il a une personnalité détestable, mais je vous parle de vraiment quelque chose de physique. Vous l'avez toujours trouvé bizarre, mais vous n'avez jamais réussi à mettre le doigt dessus. Eh bien, j'ai la réponse à ça. Dans la série, Pilou Asbæk, j'espère que ça se prononce comme ça, qui joue Euron Greyjoy, est muni de lentilles de contact, qui changent la couleur de ses yeux pour les rendre encore plus intenses. Mais de plus, sa lentille était légèrement décalée afin de rendre son regard un peu déviant, comme une sorte de strabisme, ou l'inverse.
je ne sais plus. Ce qui rendait non seulement son regard intense, mais en plus un peu dérangeant. Ça renforçait totalement son image de pirate, inhumain, glaçant, etc. Et quand j'ai appris ça, je me suis rendu compte que c'était exactement pour ça que j'avais un problème physique avec Euron Greyjoy. Et c'est fou, comme de simples petites lentilles vont affecter autant son regard et du coup le jugement que l'on va avoir sur le personnage ou sur une personne en général. Je le déteste. Comme vous vous en doutez, le maquillage des marcheurs blancs prenait des heures de préparation. Il a fallu mettre en avant ce caractère surnaturel, ce caractère glaçant qu'ils ont, ce qui demandait par exemple aux acteurs de porter des prothèses en latex, mais aussi des lentilles et des costumes très structurants pour changer un petit peu la forme de leur corps. Le maquillage était tellement complexe qu'il prenait 6 heures de préparation par jour, par marcheur blanc. En moyenne. Comme les marcheurs blancs sont censés être des créatures surnaturelles qui viennent de la glace, de la neige, les costumes sont faits en des matériaux très spéciaux, allant de la fausse fourrure aux armures ornées de motifs qui évoquaient la glace et la neige. L'idée c'était vraiment que les marcheurs blancs soient totalement distincts de tous les autres humains. Quand on les voit côte à côte, on dirait pas qu'ils font partie du même monde. C'est totalement voulu. La mise en beauté des marcheurs blancs et le travail qu'il y a eu dessus a notamment participé au fait de les rendre inoubliables sur le plan esthétique, mais aussi rendre glaçante leur présence dans le monde humain. Et encore une fois, j'ai toujours trouvé la mise en beauté des marcheurs blancs plutôt réussie. La scène The Walk of Shame est vraiment, pour le coup, mais vraiment mémorable. Mémorable, mais aussi l'une des plus coûteuses du tournage. Cette scène où Cersei est obligée de traverser la ville nue en se faisant insulter est très dur à regarder et marque un tournant pour ce personnage. Et un sacré budget pour l'équipe. Tout d'abord, la production a demandé plusieurs jours de tournage et énormément de figurants. Et bien sûr, ça a demandé des décors très complexes afin de rendre l'endroit bien plus réaliste et moyenâgeux. Ce tournage a eu lieu à Malte et l'équipe a donc dû privatiser une partie de la ville et transformer toute cette partie-là afin de la rendre moyenâgeuse, qu'elle s'inscrive mieux dans l'atmosphère de Boréal, vous voyez. Déjà, ça coûte cher et c'est une vraie galère et ça prend beaucoup de temps. Mais le budget a aussi explosé avec les costumes et les effets spéciaux. Car dans un premier temps, il a fallu habiller tous les figurants, mais il a aussi fallu s'assurer que la transition entre la Cersei habillée et la Cersei nue soit parfaite. Car Lena Headey a fait cette scène habillée. Même si elle a dû porter quelques prothèses pour simuler certaines parties du corps, c'est une doublure, il me semble, qui a été prise pour le reste du corps. Mais les bruits de la foule, les cris, les pas sur le pavé de Cersei, etc. Tout ça, ça a été ajouté en post-production. Ça a donc demandé énormément de travail en studio et donc augmenté aussi le budget. Et donc cette fameuse scène a demandé plusieurs millions de dollars. Sans compter que cette scène a été extrêmement éprouvante pour Lena, qui a dû faire face quand même à une foule qui devait la détester, la couvrir de honte. Donc ce tournage n'a été facile pour personne. Mais ça a créé une scène de folie très compliquée à regarder. Et heureusement que c'est devenu une scène populaire parce que vu la thune que ça a demandé... Et ma dernière anecdote, mon anecdote supplémentaire, est en fait une anecdote à moi. Car j'ai rencontré plusieurs personnes liées au tournage de Game of Thrones. En premier lieu, j'ai rencontré l'acteur de Tommen Baratheon, donc Dean Charles Chapman, qui a notamment joué dans 1917. Si vous ne connaissez pas ce film, il est incroyable, vous devez le voir. Il est adorable, on n'a pas du tout parlé longtemps, hein, mais je suis contente. C'était en 2016. Et j'ai rencontré l'acteur de Podrick Payne, donc Daniel Portman, qui lui aussi était très sympa, mais avec qui je n'ai pas beaucoup parlé parce que c'était dans une convention, c'était la Art to Play. Mais ce qui est important pour moi de vous dire, j'ai rencontré le storyboarder de Game of Thrones, qui réalise des dessins comme ça, voilà, ça c'était du coup les marcheurs blancs, qui s'appelle William Simpson, et c'est lui qui était donc le storyboarder principal de la série Game of Thrones. Pour le coup, lui, je l'ai rencontré à Mulhouse, à la Geek Unchained. On a pu pas mal discuter avec lui, en anglais forcément. Et il nous a raconté beaucoup de choses sur son travail de storyboarder, c'était vraiment hyper intéressant. Et pour le coup, puisque ce n'était pas un acteur, tout le monde ne se bousculait pas au portillon. Mais pour ceux qui s'intéressent au cinéma et à comment se déroule le cinéma, intéressez-vous au storyboarder. Voilà, ma vidéo touche à sa fin, j'espère que vous avez apprécié. Laissez-moi un like et un commentaire, dites-moi si vous voulez que je vous donne des anecdotes sur une autre série, un autre film. Je vous jure que je vais bientôt avoir un nouveau micro. Je l'ai commandé, vu que c'est un nouveau, il n'est pas encore
en stock, donc il va arriver dans les prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas, j'aurai enfin un bon son. Donc normalement, d'ici 2-3 vidéos, vous aurez un meilleur son. N'oubliez pas de vous abonner à mon Instagram et je vous dis à la prochaine. Abonne-toi et restons connectés.